Salutations les rôlistes, salutations les fans de Donjons et Dragons, du D20, de l'exploration. Bienvenue sur cette deuxième vidéo que j'ai le plaisir de faire avec Isler Dargol qui est juste à côté de moi. Salut Jean-Baptiste, comment vas-tu? Salut Wari, content d'être là, ça va plutôt pas mal. Bon, je suis content de te retrouver. Alors, déjà, un grand merci à tous les rôlistes, toute la communauté qui a regardé la dernière vidéo. Au jour où on est en train de faire cette deuxième vidéo, on est quasiment à 1000 vues, ce qui est vraiment très très bien. On a eu des commentaires extrêmement intéressants, élogieux. Donc, merci beaucoup à toutes celles et ceux d'entre vous qui ont pris la peine, avec leur clavier, là, de nous laisser un petit message. Ça a été des propositions de règles jusqu'à tout simplement un avis sur l'utilité de la vidéo. Donc merci beaucoup, ça fait quand même plaisir, hein, Isler. C'est clair, c'est vraiment, on a des gens qui ont pris la peine, on a même eu donc au moins un membre de la commu Jeux de rôle Passion qui nous avait fait une proposition complète sur les mêmes thématiques, c'est super agréable, et donc merci beaucoup. Merci, il s'agit de Epimondix. Pour le citer, qui nous a laissé effectivement une proposition de gestion donc du repos court au repos long. Alors celles et ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, vous allez avoir un petit lien qui va apparaître là quelque part en haut, au-dessus de Isler. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, à aller jeter un œil pour voir un petit peu de quoi on a parlé. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir sur le bandeau qui s'affiche juste en dessous, on va parler de l'initiative. L'initiative à Donjons et Dragons, c'est un de ces sujets qui reviennent un petit peu comme une écharde dans le pied du donjonneux. C'est un sujet sur lequel tous les MJ ont leur avis, tous les joueurs ont leur avis aussi. Et donc voilà, on s'est dit, avec Isler, on s'est dit, tiens, voilà, un sujet qui peut intéresser la communauté Donjons et Dragons. Et aujourd'hui, on va non seulement en parler, mais on va aussi faire des propositions. On va essayer de donner des alternatives sur comment jouer cette initiative. Je crois qu'Isler, tu as quand même des idées très arrêtées sur le sujet. Arrêtez. Alors, disons que moi, ayant aussi un parcours jeu à l'ancienne, puisque je joue aussi à des versions, on dit OSR, Old School Renaissance de DD, j'ai pas forcément le regard habituel sur le dessin. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup certaines des mécaniques des éditions précédentes de Donjons et Dragons, notamment parce que j'avoue que moi, j'aime que je fais toujours tout pour que mes combats aillent le plus rapidement possible, et je trouve que la mécanique standard de l'initiative depuis le D20 système, donc des D3, des D4, des D5, est un poil trop lente pour moi. Je trouve qu'elle ralentit un petit peu, mais je pense que c'est pas un sujet, c'est pas un casus belli en ce qui me concerne, mais c'est vrai que c'est un sujet important. Tu fais bien d'en parler, et notamment, on se rend compte que le sujet est important quand on voit le nombre de questionnements sur on va dire, l'ergonomie de l'initiative, où tu vois les gens qui parlent de tableaux pour noter l'initiative, où tu as des outils qui sont mis en place, ou alors, je sais pas si ou alors de la distribution de cartes. C'est pour ça que notamment dans le kit essentiel et dans les écrans l'écran Wilderness et l'écran donjon officiel pour des D5, on offre un jeu de cartes d'initiative pour que le meneur de jeu puisse distribuer l'ordre d'initiative aux joueurs. Donc on voit que c'est un sujet, en fait, on pourrait se dire que c'est un sujet périphérique, mais en fait non, c'est un sujet central, parce que c'est toute une gymnastique de gérer l'initiative autour de la table. Effectivement, c'est une gymnastique, et puis il y a effectivement un vrai, j'allais dire un vrai enjeu quelque part, puisque je pense que selon le style d'initiative que le meneur va choisir, il va impulser une ambiance, une dynamique qui sera différente. Donc on n'obtiendra pas les mêmes scènes de combat ou d'action selon qu'on a choisi tel ou tel système d'initiative. Et bien entendu, c'est également un élément qui fait partie intégrante du corpus des règles, de la mécanique. Si on y touche, on se rend compte que ça peut avoir des répercussions sur d'autres briques du jeu, en fait. Comme par exemple, si on supprime l'initiative, alors sur des 5, quid des gens qui utilisent les dons, et notamment le don d'un personnage qui aurait le don vigilant, qui lui donne plus 5 à l'initiative. Donc du coup... J'irais même plus loin que toi, parce qu'il faut avoir conscience qu'il y a au moins une classe entière qui a un boost à l'initiative, c'est le barbare. Le barbare, voilà, si on touche à l'initiative individuelle, le barbare perd littéralement une capacité de classe. Et il y a un certain nombre d'archétypes, à la fois chez le guerrier, chez le voleur et chez le
je vais y arriver, chez le ranger, qui ont eux aussi un boost fixe à l'initiative. Et notamment chez le guerrier, il faut bien se rendre compte que même si on utilise les règles de base, les basic rules, ou si on joue le starter set, donc en gros si on joue l'archétype du champion, qui est le guerrier par défaut en 5e édition, et qui a au niveau 7 un boost à son initiative individuelle, si on change d'initiative, eh ben, le guerrier de base de la 5e est pénalisé, et sachant qu'il n'a pas besoin de ça, parce que c'est pas non plus l'archétype le plus fort de la classe. Donc si on lui enlève son truc d'avoir un boost fixe à l'initiative, bah, on modifie quand même énormément l'équilibre. Alors une fois de plus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y toucher. C'est juste que je pense qu'on sera d'accord pour dire que l'idée, c'est qu'en ayant conscience des conséquences que ça a sur le reste du jeu, eh ben, on peut toucher à ça de façon plus efficace, de façon plus optimale. Et ne pas être surpris pendant le jeu par des contre-coups qu'on n'aurait pas anticipés. Parce que, évidemment, hein, le jeu appartient à ceux qui le pratiquent. Hein. Voilà, mais typiquement, effectivement, une fois qu'on a conscience de ça, si un joueur s'approche d'un MJ qui a complètement bidouillé son système d'initiative et qui utilise par exemple le side initiative conseillé dans le Dungeon Master Guide en disant je veux jouer un barbare, ce sera au meneur de jeu de lui dire bah écoute, prends peut-être plutôt un guerrier avec l'historique de Sauvageon, ce qui fera un personnage esthétiquement un barbare, mais voilà, comme ça tu seras pas pénalisé par la façon dont moi j'anime la partie. Effectivement. Écoute, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Et alors, pour le faire, eh bien, écoute, je me suis replongé dans l'historique de la règle d'initiative à Donjons et Dragons depuis les boîtes, hein, boîte rouge, boîte bleue, boîte verte, etc. Ce qu'on appelle la version BECMI, hein, pour basique, expert, compagnon, maître et immortel, et qu'on retrouve également, donc, qui ont été rassemblés dans cette édition-là, qui est le Rules Cyclopédia de Shepherd, si je me rappelle bien. Qui est une sorte de compilation Stephen Shand, pas Shepherd, Stephen Shand, qui est une compilation justement des règles jusqu'à Immortal. Alors comment on jouait l'initiative à l'époque? Alors, une dernière chose à laquelle je pense avant qu'on rentre véritablement dans le vif du sujet. Pourquoi c'est important l'initiative? Parce que tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est extrêmement important, car selon qui va agir en premier dans un combat, eh ben, on peut plier un combat avant même son début. Hein, si j'ai l'initiative, je suis guerrier, barbare, peu importe, ou je suis lanceur de sorts ou roublard, eh ben, si j'ai l'initiative, je vais agir en premier, et dans la mesure où les conséquences sont gérées immédiatement, eh ben, je peux par exemple détruire mon ennemi, tuer mon ennemi avant même que il ait pu agir. Tout à fait. Et c'est pour ça, par exemple, que les monstres légendaires en 5e édition ont cette fameuse sauvegarde légendaire, résistance légendaire, qui leur permet d'éviter notamment, par exemple, si le magot du groupe a l'initiative et place son maître sort qui va assommer la bestiole, de pouvoir que le monstre puisse dire non, je claque une résistance légendaire et j'ignore l'effet du sort juste pour que le monstre puisse continuer à jouer. Parce que c'est vrai que si ton gros boss se retrouve insta-kill au premier tour, parce qu'en gros tout le monde a eu l'initiative, ont placé une combo ou quelque chose comme ça, alors ça peut être satisfaisant pour les joueurs, il y a un sentiment de puissance, mais d'un point de vue climax cinématographique, c'est quand même plutôt décevant. Exactement. Alors comment jouer l'initiative? À l'époque, pas de D20. On utilisait tout simplement un D6, hein, et on utilisait une mécanique que tu nous détailleras un petit peu plus tard sûrement. C'est la side initiative, c'est l'initiative de camp. Ça a été un petit peu traduit comme ça. C'est-à-dire que le MJ lançait donc un D6 pour les monstres et les PNJ, et les joueurs choisissent donc un membre du groupe pour lancer un D6. Et c'est donc le groupe qui a le camp qui a le score le plus élevé qui commence à agir. Et à l'intérieur de ce groupe-là, eh bien, les joueurs en fait se mettent d'accord entre eux pour savoir qui va placer ses actions en premier et dans quel ordre. Et on lance l'initiative tous les rounds. C'est ça. Et à la limite, puisque tu as commencé la description, moi je vais me lancer. Ouais. Compte tenu de ce qui précède, c'est-à-dire de ce qu'on a dit sur le fait que utiliser le side initiative tel qu'il est proposé dans le guide du maître, je me souviens plus de la page, toi je suis sûr que tu as fait tes devoirs et que tu as noté la page des règles alternatives. C'est dans le chapitre 9.
Voilà, en gros, la boîte à outils du meneur de jeu pour customiser le jeu, il y a 3 propositions alternatives pour l'initiative, et il y a la side initiative, qui est donc un hommage, voilà, qu'est-ce qu'il est beau, à Sererac. Donc, la side initiative, qui est un hommage, donc, comme tu viens de le dire, aux vieilles éditions de Donjons et Dragons, sauf que, moi, à mon sens, ils sont pas allés assez loin, parce que tant qu'à faire un hommage aux vieilles éditions, et eux, ils proposent une version au D20. Les joueurs lancent un D20, le MJ lance un D20 pour tous ces monstres, le plus gros gagne. Alors, et donc, on commence, et donc ça va donner camp gagnant, camp vainqueur, camp gagnant, camp vainqueur, camp gagnant, camp vainqueur. Sauf que... Tous les rounds aussi. Non, c'est là où justement... Voilà, c'est pour tout le combat. Et c'est là où, à mon avis, ils sont passés sur au moins 2 subtilités importantes de la version à l'ancienne. Donc, encore une fois, en gardant en tête que de toute façon, il y a quelque chose de pas satisfaisant dans cette variante-là, puisque voilà, si on a un barbare, si on a un guerrier champion, si on a un roublard swashbuckler, on y perd quelque chose, à le fait qu'il n'y ait plus d'initiative individuelle. Mais en dehors de ça, rien que le fait d'avoir transféré au D20 et de le lancer qu'une seule fois, on perd quelque chose. Pourquoi ? Parce que dans la version à l'ancienne, alors toi, tu as exhibé ta Rulcyclopédia d'origine en plus, j'ai l'impression. Hélas, non, je n'ai plus celui d'origine, c'est une réimpression que tu peux avoir sur DriveThru. Ouais, tout à fait, j'ai vu qu'il l'avait fait, je pensais que c'était l'origine. Ben moi, je vais exhiber le livret d'introduction à la Rulcyclopédia, donc qui est un original. Qui est un original, tout à fait, la version 91, et le principe, les 2 principes importants, c'est qu'on fait la même chose, donc on lance au D6, mais en cas d'égalité, le tour est simultané. Et toi, je sais que tu vas détailler un peu l'initiative simultanée, ça c'est très important, et quand on lance 2D6, les chances d'avoir un double sont d'1 sur 6. Donc en gros, la configuration tour simultané pour les 2 équipes va arriver assez souvent. Alors concrètement, simultané, qu'est-ce que ça signifie, histoire de bien parler de la même chose ? Simultané, ça veut dire que tout le monde aura le droit de tout faire parce que tout va se résoudre en même temps. Il n'y aura pas d'antériorité. C'est l'exemple que tu avais pris dans ta précédente vidéo, si le guerrier tape le gobelin, même si le guerrier tue le gobelin gobelin aura quand même tapé le guerrier. Donc, il n'y aura pas de « à toi, à moi », c'est tout le monde en même temps. Donc c'est ça l'initiative simultanée. Et le point extrêmement important, c'est que ce tirage de double D6 se fait à tous les tours. Ce qui crée une situation qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'un même camp peut agir 2 fois de suite. Parce que donc le camp des joueurs a remporté la première initiative, donc c'est joueur monstre, on relance. Si là c'est les monstres qui gagnent, ça donne monstre-joueur. Et donc on se retrouve avec joueur-monstre, monstre-joueur. Ce qui rend les combats très risqués. Et parce que 2 tours de suite, ça peut être extrêmement létal. Et en plus, donc, il y a cette possibilité du tour simultané. Et ça, c'est très important. Et on peut, plutôt que de jouer avec la version proposée dans le guide du maître, adopter cette version vraiment à l'ancienne et avoir quelque chose de beaucoup plus chaotique. Je sais ce que c'est toi ce que tu recherches, savoir quelque chose de beaucoup plus proche de la logique du champ de bataille, à savoir où on sait pas de quoi ce qui va se passer dans le tour. L'imprévisibilité, le dynamisme, et qui va complètement à l'encontre justement du système qui est proposé de base, qui lui est tout à fait statique, prévisible, posé quoi. Hein. Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que tu as spontanément, quand on a parlé tout à l'heure du side initiative, utilisé le bon terme, à savoir dire, une fois que c'est au tour des joueurs, ils vont discuter entre eux pour savoir ce qu'ils font. Et c'est un des points forts du side initiative, parce que si on joue avec l'initiative classique, celle de DD5, une fois qu'on sait qu'en gros, on est initiative 12 et qu'on joue après son pote et avant l'orque, en fait, il n'y a plus rien à décider. Il y a juste à attendre son tour d'agir. Alors que quand on est en side initiative, tiens, ce serait peut-être bien que ce soit le voleur qui agisse le premier ce tour-ci. Les joueurs vont négocier et vont mettre des choses en place. C'est clair, c'est un système qui favorise la stratégie dans le groupe, hein, la complémentarité. On peut encore plus se compléter et utiliser les capacités des uns et des autres de façon optimale. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, je pense que là, c'est à ce moment très précis que tu vas nous parler d'initiative simultanée et de ton bilan là-dessus. Et oui, alors l'initiative simultanée. Alors déjà, effectivement, j'ai eu à tester
comment dire, cette façon de faire qui fait qu'on se retrouve avec, comme tu le disais, PJ monstre, monstre PJ et l'aspect tout à fait létal que ça peut avoir, hein. Moi, j'ai des joueurs qui, alors, quand ce sont les joueurs qui jouent 2 fois, alors là, tout le monde est ravi, bien entendu. Quand c'est monstre PJ, PJ monstre, tout le monde est super content. Par contre, quand tu es dans une scène un petit peu climax, avec en face de l'opposition et que surtout tu as bien géré, tu as géré au mieux l'attrition, qui fait qu'on arrive véritablement là à une scène de combat tendue, hein, avec des ressources bien diminuées, etc. Là, ça prend vraiment tout son sens. Donc, j'ai des joueurs qui ont adoré, j'ai des joueurs qui ont moins aimé parce qu'ils ont eu le sentiment que ça tombait beaucoup plus souvent à leur désavantage que l'inverse. Donc c'était plutôt mitigé. Et c'est là que je suis tombé donc sur la chaîne que tu connais, Dungeon Craft, hein, qui est animée par Professeur Dungeon Master, qui fait une proposition sur l'initiative, qui est l'initiative simultanée. C'est-à-dire que lui, en fait, propose tout simplement, allez, une solution drastique, on supprime l'initiative. C'est une vidéo qui est très bien faite, où il explique un petit peu toutes les conséquences du fait de la suppression de l'initiative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'initiative, mais en réalité, ça revient à jouer une initiative simultanée tout le temps. C'est-à-dire que il y a un élément qui est important, c'est une phase déclarative. Qu'on retrouve dans certains jeux de rôle, hein, comme Rollmaster ou d'autres jeux, où au début du round, le joueur déclare d'abord l'action qu'il veut mener, et ensuite, une fois que tout le monde a déclaré cette action, on passe à la phase de résolution. Donc là, par exemple, dans le cas de l'initiative à Donjons et Dragons, eh bien, des 5, eh bien, en fait, il s'agit de donner la priorité aux lanceurs de sorts et aux attaques à distance. Quelque part, c'est cohérent. Si effectivement je suis un archer et que ma flèche est encochée et qu'elle est prête à partir, je serai en principe plus rapide que le guerrier qui doit encore armer son coup, peut-être partir au corps à corps, etc. Et pareil pour un sort. On peut concevoir qu'effectivement un sort, c'est... sauf si on se parle d'un sort, bien entendu, qui va prendre un temps d'incantation qui se mesure en round, en action. Mais si on est sur un sort qui prend une action, bah, en fait, ce sont des gestes, un mot, peut-être même pas, peut-être juste un objet, un symbole sacré qu'on va tenir, donc c'est très rapide. Donc on donne la priorité aux lanceurs de sorts, aux pouvoirs magiques et aux attaques à distance, et ensuite, tout le monde, en fait, déclare son action, y compris les attaques au corps à corps, les mouvements, et une fois que tout le monde a déclaré « on ne peut pas changer », ça c'est très important, on ne peut pas changer parce que c'est une façon de retranscrire le chaos de la bataille où on n'a pas le temps de se dire ah mince, finalement j'ai changé d'avis, plutôt que de faire ci, je vais faire ça, plutôt que d'aller ici, je vais aller là. Non, une fois qu'on a déclaré, on ne peut pas changer et la résolution se fait véritablement en simultané. Donc si par exemple tu prends un groupe de 5 PJ contre 6 orques, eh ben, le NJ lance les 6 dés 20 pour les orques et les joueurs lancent les dés pour leurs attaques. Et on compare le tout et une fois qu'on a tout ça, bah, en fait le MJ narre, décrit les conséquences et la façon dont les choses se sont passées. Donc c'est extrêmement dynamique. Ça demande, pour l'avoir pratiqué, une petite gymnastique au départ, hein, parce que d'abord il faut sortir de l'habitude qu'on a avec l'initiative classique. Mais une fois qu'on l'a testé, eh ben, on se rend compte que ça rajoute, ça vient remettre cette imprévisibilité du champ de bataille. Ça met véritablement l'accent sur l'action. Je sais pas si tu as eu à tester ce genre de choses, toi, Isler. Non, j'avoue que je ne me suis jamais frotté à l'initiative simultanée. Probablement parce que j'aurais peur que ça ralentisse un petit peu le combat, parce qu'il y a la phase de déclaration puis la phase de résolution. Or c'est vrai que moi j'aime vraiment, tu vois, en tant que meneur de jeu, si on se concentre sur les 3 piliers de DD5, donc combat, exploration, interaction sociale, moi j'aime vraiment mettre l'accent sur les interactions sociales. C'est ce que je préfère, c'est ce que j'aime le plus faire, et c'est vrai que j'ai tendance à toujours essayer de réduire le temps réel sur les 2 autres piliers de manière à ce que ça aille le plus vite possible, et donc je choisis toujours les options qui me permettent de gagner du temps. Et c'est vrai que là, avec la double phase, j'aurais peur, j'avoue, que ça étende encore un peu la phase combat. Et oui, je te comprends, et c'était effectivement ma crainte aussi. Mais en réalité, on se rend compte que au plus on pratique cette initiative, et au plus, en fait, la phase de choix d'action est rapide.
Parce que ce que propose Dungeon Craft, c'est de donner, alors tu sais, un round, un tour, c'est à peu près 6 secondes. Hein. Donc, en fait, c'est d'accorder ce temps-là aux joueurs. Et c'est vrai que moi, je joue la plupart du temps avec un petit sablier qu'on peut trouver dans le commerce, qui est souvent fourni avec des petits jeux de société, des jeux d'apéro. Et je donne le temps de réflexion aux joueurs d'un sablier, en fait. C'est bien ça. Par défaut aussi, le joueur ne s'est pas décidé. Par défaut, il est en esquive. D'accord. Voilà. Il ne s'agit pas de pénaliser complètement, mais ça veut tout simplement dire que son personnage est complètement indécis, voilà, il reste un petit peu dans l'expectative. Donc, par défaut, il est en esquive, ce qui signifie que toutes les attaques qui lui seront destinées seront en désavantage, ce qui est pas mal. Mais voilà, tu vois, en limitant le temps, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, faut vraiment le jouer en mode blitzkrieg, quoi, pour que ça soit vraiment intéressant. Ça rajoute un dynamisme absolument incroyable. Et on retombe quelque part hein, sur une statistique un peu forcée que tu as énoncée tout à l'heure, sur le D6 en fin de compte. Parce que ça revient à faire de l'initiative simultanée. C'est un petit peu comme si on partait du principe que les monstres ont fait 3 et les joueurs ont fait 3. Oui, on fait des doubles tout le temps en fait. Voilà. Oui, tout à fait. On part Mais du je, principe. mais je pense que le professeur Dungeon Master, quand il propose cette version-là, c'est parce qu'effectivement, déjà, il a un passif de grognard. Hein. C'est quelqu'un qui joue encore beaucoup aux vieilles éditions. Il a même fait une vidéo absolument hilarante, assez récente, où il explique pourquoi la version, donc celle qu'on a montrée, toi, la Rue de Cyclopédia. Donc en gros, pourquoi Basic Dungeons & Dragons, la version des années 80 et 90, est toujours la meilleure version de Donjons & Dragons. Il a une grosse barbe de nain et il explique pourquoi elle est géniale. Donc ça, c'est assez rigolo. Et je pense qu'effectivement, à force de jouer avec ça, il s'est dit, au bout de double, il s'est dit, j'adore cette version simultanée qui arrive de temps en temps dans Basic. Et si je l'essayais tout le temps? Et je pense que la façon dont tu le décris, ça marche très bien. Alors moi, j'ai une question. Est-ce que donc, au moment de mettre en place tes campagnes, tu expliques que certaines classes sont peut-être pas forcément adaptées, ou est-ce que tu as trouvé une mécanique pour compenser? C'est ça. Alors, en fait, je t'avoue que j'ai d'abord, entre guillemets, réglé le problème dans la mesure où la règle optionnelle, parce que je rappelle toujours que les dons, c'est une règle optionnelle. Donc moi, c'est une règle dont je ne me sers pas la plupart du temps, parce que justement, je trouve qu'elle rajoute une dimension trop tactique, trop wargame, justement, au jeu. Donc je ne m'en sers pas, je préfère le dynamisme. Et pour les autres classes qui sont effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, axés sur, ou du moins à un moment donné, qui interviennent sur l'initiative, en fait, c'est une modification que j'explique aux joueurs au début de la campagne, et on va dire que c'est une concession que le joueur doit faire sur cet aspect-là. C'est un petit peu comme si on jouait des versions alternatives des classes, hein, tout simplement, remaniées. D'accord, c'est super. Ouais. Non, mais c'est un bon choix à partir du moment. Mais voilà, faut prévenir en amont en disant j'utilise comme ça. Non, ça me paraît la meilleure solution. Hein. Absolument. Dans la mesure où l'idée c'est de gagner justement en dynamisme, en ambiance et en réactivité, finalement c'est un prix qui est pas très élevé pour le sujet. Alors ce qui est sympa, c'est que du coup on a effectivement l'initiative selon BECMI qui est au D6. Je me suis rendu compte que sous AD&D, le système d'initiative était le même, à ceci près que les rounds étaient subdivisés en segments, hein, ce qui avait tendance un petit peu à compliquer la gestion du round, qui était vraiment très long. Mais globalement, on était encore sur du D6. Là où il y a une véritable évolution, c'est lorsqu'on arrive à AD&D deuxième édition. Alors là, par contre, on change de dé, on n'est plus sur le D6, on est sur du D10. Et l'ordre d'initiative se fait de façon croissante. C'est le plus bas au plus élevé, parce que je pense que les concepteurs à l'époque considéraient qu'il y avait plus de facteurs pénalisants à l'initiative que de facteurs l'améliorant. Donc c'était plus simple de partir sur de l'addition plutôt que sur de la soustraction. Et donc ils ont introduit un concept qui a fait beaucoup d'émules, qui plaisait beaucoup, c'est celui du facteur de vitesse. Mais qu'on retrouve dans une des variantes proposées dans le guide du maître, qui est la troisième variante, avec cette espèce de concept
modificateurs à l'initiative en fonction de ce que tu vas faire, en fait. C'est ça, c'est ça. Alors, en fonction de ce que tu vas faire, en fonction également de l'arme que tu utilises, puisque selon l'arme, tu avais un facteur de vitesse qui était plus ou moins élevé. C'était censé retranscrire le fait que quand tu as une épée à deux mains, tu dois armer ton coup, une hache, pareil. En revanche, un poignard, c'est beaucoup plus rapide. Et c'était pareil également pour les sorts. Chaque sortilège avait un facteur de vitesse qui lui était associé. Par exemple, la boule de feu avait un facteur de vitesse de 7. Donc, lorsqu'en tant que magicien, tu voulais lancer boule de feu, tu lançais ton D10 et tu rajoutais 7. Voilà. Donc, il y avait cette histoire de facteur de vitesse. Donc, je sais que effectivement beaucoup le regrettent. Et comme tu l'as très justement dit, pour la peine, dans le guide du maître des 5, Wizard a réintroduit ce concept, mais en se basant sur, comme tu le disais, sur du D20. Voilà. Ouais. Alors, là où on a vraiment un changement drastique et où on arrive un petit peu on va dire, au système qu'on a en D5, c'est à partir de la version des 3.5, parce qu'à partir de là, l'initiative devient un test de dextérité. C'est ça. Avec le fameux don science de l'initiative que tous les personnages finissaient par prendre pour avoir leur plus 4 au test. Absolument, qu'on retrouve en donc vigilance ou des 5 qui te donne plus 5 à l'initiative. Alors là, par contre, on est sur un test de dextérité et c'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir en quoi la dextérité finalement a un rapport avec l'initiative, la rapidité, la dextérité. Comme son nom l'indique, on est plus sur tout ce qui est précision, ce sont les doigts, c'est des choses un petit peu précises. Donc, pourquoi tout à coup on se retrouve avec un D20 plus son bonus de dextérité pour déterminer l'initiative moi, je me suis toujours dit que ils trouvaient, les concepteurs, très certainement que l'initiative, la dextérité servait peu finalement, et que c'était une façon de lui donner un rôle dans le jeu. Oui, mais après, je pense que c'était aussi, à mon sens, une volonté de donner la maîtrise de l'initiative aux classes de type voleur qui avaient une très haute dex en disant voilà, c'est le personnage agile, extrêmement rapide et c'est lui qui va agir en premier. Ce qui est largement, c'est une option tout à fait valable. Après, effectivement, on pourrait s'interroger sur la pertinence de la sagesse pour l'initiative, qui pourrait être, puisque c'est censé être aussi la perception du monde, la capacité d'être à l'écoute. Donc, on pourrait imaginer que la vitesse de réaction y soit liée. Il y a débat, mais moi, la dex, ça m'a pas choqué, surtout que c'était pas comme si le voleur était la classe la plus bourrine de DD3 ou même de DD5. Ouais. À la limite, ce qui me dérange le plus là dans DD5, c'est que, au contraire, la dextérité en 5e est très très forte. Et même pour les guerriers, dont on pourrait penser spontanément qu'ils ont tendance à axer la classe sur le combat avec la grosse arme, en fait, on se rend compte que les builds les plus violents chez les guerriers sont souvent des builds de Dex, et notamment le fameux build à l'arbalète qui est absolument méga bourrin. Et c'est vrai que la dextérité en 5e a tendance à être une caractéristique maîtresse, notamment parce qu'elle influence sur l'initiative. Et oui, et aussi parce qu'en D5, ils ont changé un petit peu l'influence de la dextérité sur les dégâts, puisque lorsque tu utilises une arme finesse ou une arme à distance, tu rajoutes ton bonus de dextérité également aux dégâts. Et également aux dégâts, ce qui ne se faisait pas auparavant. Auparavant, tu avais l'avantage juste sur le toucher. Ouais, et en DD3, ce qui nous renvoie très très loin, si tu voulais appliquer une caractéristique à ton tir, en fait, il fallait avoir des espèces d'arcs de force, un petit peu comme l'arc d'Ulysse, que lui seul était assez fort pour pouvoir bander, qui permettait d'appliquer son bonus de force et non pas de dextérité aux dégâts du tir à l'arc. Effectivement, c'était les arcs composites. C'est ça. Tout à fait, effectivement. Alors, du coup, moi, ça m'a intrigué de savoir pourquoi on est parti du D6, et j'ai été très surpris de me rendre compte que ça part tout simplement des origines de Donjons et Dragons, tels que Gygax et Arneson les ont inventés. Mais enfin, là, on part même de Gygax, puisqu'on est sur le système Chainmail, qui était un système donc de combat avec figurines. Eh ben, tout simplement, à l'époque, donc il lançait un D6 parce que c'était une façon de remplacer tout simplement lance une pièce, quoi, pile ou face. Tout simplement. Sauf que pour le jeu, un jeu tactique avec figurines, c'est évidemment un avantage énorme que d'être le premier à disposer ses troupes sur le terrain de bataille, sur le champ de bataille, et d'agir en premier. Et du coup, c'est resté avec D&D en fait. Ouais, mais alors attention, parce que si on utilise la version basique, donc où
le tir d'initiative se fait à chaque round, c'est un avantage énorme d'être le tout premier à agir, mais ça veut dire que tu es le premier qui a une chance de se prendre ensuite 2 tours d'affilée des autres. Donc c'est un échange qui peut se discuter. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut, lorsqu'on choisit son système d'initiative, bien se rendre compte qu'un système d'initiative qui va figer l'initiative pour tout le combat, il a l'avantage effectivement de la prévisibilité, il a l'avantage du fait que les joueurs vont pouvoir s'organiser entre eux, on va dire définitivement, et pouvoir anticiper les rounds et un petit peu les actions des adversaires. En revanche, on y perd en dynamisme, on y perd bien entendu en immersion, etc. Alors qu'un système où on va lancer l'initiative qui sera remise en question tous les rounds, eh ben, il a l'avantage de rajouter du dynamisme et du stress, de l'immersion, du stress, ouais. Mais au prix effectivement de ce genre de coup que tu viens de décrire. Ouais, alors moi j'aime ma version. Perso, que j'utilise depuis peut-être une bonne dizaine d'années, qui est ma version de l'initiative que j'avais utilisée. C'est ta première proposition, c'est ça? Tu nous proposes comment toi tu maîtrises l'initiative à ta table, hein? Alors moi, ça va être ma seule proposition, puisqu'en fait ma première idée c'était plutôt que de prendre le side initiative du Dungeon Master Guide, utiliser le side initiative de l'époque, avec le D6 et à chaque tour et le round simultané en cas d'égalité. C'est mieux que la version que vous propose Wizard dans la 5e. Ouais. Et moi, je vais vous proposer ma version que j'utilise depuis l'époque de DD3 et que j'avais rendu version par défaut quand j'avais fait un clone de DD3 qui s'appelait Epic 6 il y a longtemps, très longtemps. Et qui, en fait, le but du jeu, c'est de revenir au side initiative, mais sans perdre les bonus de classe les bonus individuels. Oui. De manière à pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que quand on a un bonus de fait de sa classe ou d'un don à l'initiative, on peut le garder, ça a de l'importance, mais on va garder le side initiative. Alors comment je procède? Déjà, moi j'utilise toujours par défaut la troisième, c'est la troisième modification de règle d'initiative qui est dans le DMG 5e édition, et la seule qu'on n'a pas encore mentionnée, qui est initiative fixe pour les monstres. Les monstres ne tirent pas l'initiative, ils ont un seuil d'initiative fixe qui est de 10 plus leur bonus d'initiative. Ça, je l'utilise toujours, mais je vais même encore plus loin, c'est que en fonction de mes monstres, grâce à leur seuil fixe d'initiative, je vais en fait estimer, vite fait, alors si c'est les mêmes monstres, si c'est 8 orques, ce sera facile, puisque je vais estimer un seuil d'initiative pour l'ensemble de l'adversité. En gros, un seuil d'initiative pour la rencontre. Donc si c'est 8 fois le même monstre, c'est facile, c'est leur seuil d'initiative individuel qui devient le seuil d'initiative du groupe. S'il y a plusieurs monstres, par exemple 2 assassins drôles et leurs 2 araignées de combat, des face spaders, on essaie de faire une moyenne. Mais bon, généralement, ça bougera d'1 ou 2 points, ça bouge pas énormément. Et si on a un leader très rapide, par exemple un seigneur vampire avec sa horde de zombies, ce que je fais, c'est que je prends l'initiative de la horde de zombies, mais je rajoute un petit +2, parce que la présence du seigneur vampire, pour que ça joue quand même. Et donc, j'obtiens un seuil de rencontre. Une fois que j'ai ce seuil de rencontre, les joueurs lancent leur initiative individuelle, donc on garde, si c'est un barbare, l'avantage au jet d'initiative, si on a un Battle Master, le fait qu'il puisse utiliser une manœuvre pour ajouter un D8 à son jet d'initiative, donc on garde ça. Les personnages qui ont battu le seuil d'adversité agissent, donc si on a 4 joueurs, il y en a 2 qui ont battu, ces 2 joueurs vont agir, et ensuite on passe en side d'initiative en faisant monstre, joueur, monstre, joueur, monstre, joueur. Et donc, on a gardé le side initiative, mais les personnages qui ont un vrai boost à l'initiative ont ce truc de pouvoir être les premiers à agir, et donc ça garde un véritable intérêt. Oui, effectivement, c'est intéressant. Et puis, je trouve que là, de prime abord, ça favorise aussi l'aspect héroïque. C'est quelque part un peu avantage aux personnages, avantage aux héros. Oui, parce que déjà le fait de partir sur une... Moi, j'aime pas l'idée, en D20, je joue systématiquement avec les variantes de règles qui font que le meneur de jeu ne lance pas les dés, donc que des socles fixes, parce que j'aime pas l'idée que le meneur de jeu ait de la chance aux dépens des joueurs.
Donc moi j'aime bien l'idée que les monstres soient sur une moyenne et que ce soit les joueurs qui aient de la chance et de la malchance. Ouais. J'aime pas l'idée par exemple de faire un critique qui va tuer un de mes joueurs. Je préfère que ce soit le joueur qui ait pas de chance et qui loupe 3 jets de défense d'affilée et qui meurt comme ça. Voilà, j'aime pas l'idée d'être contre mes joueurs. Ouais, Donc, là, le fait que l'initiative soit moyenne, moi, j'ai pas de. En gros, je redeviens un arbitre impartial. C'est au joueur d'avoir ou pas de la chance. Et le personnage qui a une très haute initiative, parce que c'est un roublard qui a 20 en dex et qu'il a en plus pris le don, bah lui, il a quand même une chance énorme d'être le premier à agir et de pouvoir faire quelque chose. Le magicien qui va claquer son jeton d'inspiration pour avoir l'avantage à son jet d'initiative, pour pouvoir claquer sa fireball avant que le groupe de hobgoblins agisse, eh ben, il a le droit de le faire pour être sûr d'être le premier. Mais ensuite, on repasse en side initiative de manière à ce que les joueurs retrouvent ce dont on parlait, c'est-à-dire la capacité à négocier entre eux pour dire bah tiens toi fais ça, plutôt que d'avoir ce truc complètement figé du à toi, maintenant c'est à toi, maintenant c'est à toi. Effectivement, non, mais c'est vrai que ça ouvre des perspectives qui ont l'air assez intéressantes. Je pense que ça vaut vraiment très très largement le coup d'être essayé parce que tu conserves les spécificités de chaque classe. Tu prends un peu le meilleur des deux, quoi, finalement. C'est ça. Et alors, pour le coup, ça a été testé et retesté, pas juste par moi, puisque comme je disais, c'était la version de base, la proposition de base dans mon clone, dont je sais qu'il a été pas mal joué dans pas mal de clubs en France. Donc, c'est du solide. Vous savez où vous allez avec ça. Très bien, très bien. Alors, moi, il y a un système d'initiative que je trouve aussi intéressant. Alors, tu vois, le sujet est tellement, j'allais dire, revient tellement souvent que bah, l'équipe, hein, tu prends Mike Merles, qui est un des artisans de la cinquième édition avec Chris Perkins, avec Crawford. Mike Merles a proposé, il y a peut-être 2 ans, 3 ans de ça, un système d'initiative alternatif que je trouve assez intéressant, puisque en fait il se base sur le type d'action que le joueur veut entreprendre. C'est-à-dire que tous les rounds, donc les joueurs et les monstres donc, déclarent voilà, ce qu'ils veulent faire, d'accord. Et selon ce qu'ils veulent faire, ils vont lancer un dé différent. Mais c'est ce qu'il avait appelé, je crois que ça se télécharge encore en version, en gros de playtest, il avait appelé The Greyhawk Initiative en hommage. Exactement. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et si on doit parler de l'équipe, à mon avis, bon, on va pas trop développer parce qu'on part sur un autre jeu, mais très important de parler de ce qu'a fait Robert Schwalb sur l'ombre du Seigneur Démon. Robert Schwalb qui est aussi un des designers de DD5, hein, et qui sur son propre jeu a fait un truc tout à fait différent avec un système d'initiative basé sur action courte, action longue. En gros, on peut faire un certain nombre de choses qui deviennent des actions courtes et d'autres qui sont des actions longues, et les actions courtes se résolvent toujours avant les actions longues. C'est-à-dire qu'au sein d'un même tour, il y aura en fait 2 segments d'action. Donc par exemple, si on est un archer et qu'on bouge pas et qu'on tire, ce sera une action courte qui sera résolue avant la charge du barbare avec sa hache, qui implique donc déplacement plus coup de hache, qui elle sera une action longue et donc sera résolue dans un deuxième temps. Il y a en fait chaque round est divisé en 2 segments. Oui, effectivement, c'est un petit peu l'esprit, c'est vraiment d'essayer de donner comment dire, une implication dans le jeu, dans la mécanique, qui est différente selon le type d'action, en fait. C'est ça, voilà. Et là, Mike Merles, il part du principe que les dés qu'on va utiliser, puisque l'initiative, du coup, se joue là aussi par ordre croissant, c'est-à-dire du plus bas vers le plus haut. Donc, par exemple, tu lances un sort, si tu veux lancer un sort dans ce round, tu vas lancer un D4 d'initiative. D'accord. Tu vois, si tu... non, pardon, tu fais une attaque à distance, excuse-moi, c'est un D4. Tu lances un sort, c'est un D12. Si tu fais une attaque en mêlée, c'est D8. Et donc, dans un round donné, en fonction de ce qu'on compte faire, on lance un dé différent et on va agir en fonction. Je trouve ça très intéressant. C'est une alternative au facteur de vitesse. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en plus, il y a le côté très ludique qu'on retrouve dans des jeux comme Savage World, où en fait la taille du dé est importante. Et donc, en fait, effectivement, on lit ce qu'on a, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'addition à faire, c'est la taille du dé qui change, et ça, c'est super intéressant. C'est ça, parce que ça permet d'utiliser tout le reste de ces super dés polyédriques qu'on aime tant. Bon, bah écoute, c'est génial, je trouve ça vraiment excellent. Il y aurait encore beaucoup à dire hein, sur l'initiative. On peut être ultra bavard, hein, mais on
aura aussi d'autres sujets à traiter. Isler, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur le sujet? Non, je trouve on a abordé à peu près tout. Comme ça, je pense à rien. Donc Ouais, on est bon. il me semble que c'est pas mal aussi. Et donc, on va laisser en fait les rôlistes se faire leur opinion. Alors, comme la dernière fois, hein, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire de cette vidéo vos impressions. N'hésitez pas à rebondir sur nos propositions. Nous proposer également vos propres systèmes, hein. La communauté sera, à mon avis, tout à fait ravie d'avoir des alternatives supplémentaires. Bah, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous dire bonne partie. Amusez-vous bien. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo avec Isler et un autre sujet, j'espère tout aussi passionnant. Donc jouez bien les amis et à bientôt. Ciao Isler. À bientôt. Salut Wari. À bientôt.